and of course, where they land in terms of land use and land use planning. When we look at some of the key responses that we've seen, some of the most interesting do come from very, very innovative communities. Canmore developed a very interesting and innovative approach to engage with community, local artists, and the broader business community as a response to COVID that has seen a remarkable response and really positive effects that have now trickled over into the later years or months of the COVID pandemic. When we look to other areas of the province, we need to remember that this is a province of extremes, not just in economic terms, but also climatological. We've seen some very severe climate events here, and of course, some natural disasters that have had significant economic and social impacts. We should not forget the fires that took place around Slave Lake and in Wood Buffalo or Fort McMurray. We should not forget the flooding that took place in Calgary and in the surrounding areas. And we should not forget, of course, some of the hail-related events that took place in recent years as well. These things all have implications for both fiscal policy as well as developmental policies. When we speak to the issues that sit in the future for this province in the 21st century, there are three things that come to mind. The first, from a horizon scanning standpoint, has been the historical lack of a rural development policy outside of industrial development. We've not had an active rural development portfolio since approximately 2010, 2011, and have only recently seen the re-emergence of such a position within Cabinet. When we look to economic development and fiscal policy more generally, there are significant challenges facing municipalities as they try to generate revenues when given only reduced opportunities to do so under the Municipal Governance Act, and when they continue to try to adopt innovative and new ways to generate revenues are often met with significant skepticism and capacity issues. At the same time, the current government is withdrawing supports in the form of grants and funding for municipalities across the board, and this again further complicates patterns of boom and bust and growth and expansion. And perhaps lastly, we need to speak to issues of the rural and urban divide, not from a social standpoint, but from a demographic and from an economic standpoint. Cities in Alberta continue to grow, and most of the economic and population growth in this province has been taking place between the cities of Calgary, Edmonton, and Red Deer. At the same time, rural communities, particularly those that are more remote and more rural, continue to see their populations decline, and as a result, their populations age. This has serious implications in terms of service provision, in terms of policy making, in terms of priorities, and in terms of the capacity of these communities to respond to these challenges. L'État du Canada rural est un rapport publié tous les 2 ans par la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale. Cette année, le rapport examine les principaux problèmes des communautés rurales dans chaque province et territoire. Voici Lars Ahlström, un des auteurs pour le chapitre de l'Alberta. En regardant la province, dans l'ensemble, on pense aux problèmes de développement ruraux qui sont présentés en termes de leur définition par leur complexité, l'intégration et le dynamisme. C'est une province de changement où il y a eu des changements politiques et bien sûr économiques. Pas seulement à travers son histoire, mais surtout dans les 15 à 18 dernières années. Nous avons eu 5 premiers ministres différents en un peu plus d'une décennie avec des idées radicalement différentes sur le rôle de la politique et les priorités des communautés rurales dans la province. Ça signifie que les municipalités, avec les lois récentes, ont eu du mal à trouver leur place dans une province où les changements économiques sont si... All right, welcome back everyone. Bon, re-bienvenue tout le monde à notre deuxième après-midi. On dirait que ces deux journées sont passées très rapidement, mais j'espère que elles vous ont plu. C'est notre dernière journée de programmation, notre dernier après-midi. J'espère que vous avez pu profiter de la pause repas ou pause du matin, dépendant de votre région. J'espère que vous avez pu sortir, prendre une photo de votre région et la partager avec le mot-clic « Mon milieu rural ». J'ai vu que la docteure Kathleen Cavani a partagé des photos exceptionnelles de sa région sur la côte Est. J'espère que vous avez pu prendre quelques clichés aussi et les partager avec nous. J'ai fait un peu de devoir aussi, un peu de recherche. J'ai lu le rapport sur l'état du Canada rural
Et j'ai consulté les statistiques de téléchargement et je ne veux pas que ça devienne une concurrence, une compétition, mais le groupe de l'Ontario est le plus téléchargé, mais le chapitre sur l'île du Prince-Édouard a un recul de seulement un téléchargement. Donc, ça ne dépend pas du nombre de téléchargements, c'est sûr, mais j'espère que vous allez consulter ce rapport, le partager dans vos réseaux et faire distribuer cette information avec le plus au plus grand nombre de personnes possible. Pour passer à notre segment de cet après-midi, c'est mon plaisir de présenter Kristen Catherwood. Kristen est membre du conseil d'administration et j'ai eu le plaisir de remplir un mandat concurrentiel avec elle. Je vais lui donner le micro et elle va présenter notre première conférencière pour le segment de cet après-midi. Merci beaucoup de cette belle présentation, Kyle. Bonjour, bon après-midi tout le monde, dépendant de votre région dans ce grand pays. Comme j'ai mentionné, je suis membre du conseil d'administration de la FCSR ainsi que la directrice du patrimoine vivant de Saskatchewan. Je suis je suis présente sur le territoire des peuples autochtones de la Saskatchewan. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le plaisir de vous présenter aujourd'hui ma collègue folkloriste, Shayna Jones. Shayna est une actrice primée, une dramaturge, une folkloriste et une artiste de création orale multidisciplinaire spécialisée dans la poésie de performance et la narration orale. Elle a interprété pour des compagnies de théâtre et des écoles à des festivals à travers le Canada et l'étranger, notamment le Festival du conte de Nelson, le Festival du conte de l'Alberta, le Festival du conte de Toronto, le Festival interculturel du conte de Montréal, le Festival du conte de Saint-Jean-Terre-Neuve, ainsi que des festivals en Iran et en Écosse. En tant que folkloriste, Shayna combine sa passion pour le spectacle en direct avec l'étude du folklore traditionnel africain, afro-diasporique et de l'expérience noire contemporaine. À l'heure actuelle, elle est la fondatrice et la dirigeante d'un projet financé par le gouvernement fédéral appelé Noir et Rural, une enquête artistique pluriannuelle sur les cœurs et esprits des Noirs qui habitent la campagne du Canada. En partenariat avec les organismes artistiques et patrimoniaux, sa vision est de rassembler et d'honorer, de mettre en valeur notre vie noire et rurale au Canada à travers une tournée nationale de spectacles et de spectacles éducatifs. Apprenez-en plus sur elle et son travail à www.wearestoryfolk.com. Elle est actuellement basée à Kaslo, une ville d'environ 1000 habitants dans les magnifiques montagnes Kootenay au sud de la Colombie-Britannique. Accueillez, s'il vous plaît, Shayna Jones. I am Shayna Jones. I am working on a creative project based on the lives and stories of Black folk who live in rural settings, like myself. I seek to thoughtfully and soulfully reach out to and engage with those who are willing to share their stories with me. My aim, then, is to weave these stories together with Afrocentric movement, rhythm, and melody to create a performance piece that gives voice to the experience and wisdom of Black folk tucked away on the countryside. And Noemi, though she was actually quite a lovely girl, not only... Why do we, live removed from the clamor of the city? Why do we, put up with being such an obvious minority? With skin so deeply colored, what does it mean to belong? To this land, to our roots, to one another. What is it to belong anyway? Generation upon generations ago, Il y a quelques générations, my ancestors, des femmes africaines, mes ancêtres, their home. ont été pillées de leur domicile, de leur maison. Generations ago, Il y a plusieurs générations déjà, des hommes et des femmes africains
qui ont fait preuve de courage, d'intelligence, de simplicité, ont été enlevés de leur lit au milieu de la nuit, ont été enlevés de leur terre pendant le jour et mis en maillons. Generations upon generations ago, African men and women, my ancestors, were forced to march across their own land. They were stuffed into great big ships like sardines, packed one on top Il of s'agit the d'une représentation qui ne sera pas traduite. They were cramped upon these ships for weeks and weeks as they were boated across turbulent waters and then dumped upon a new land. One of these lands was this one, Turtle Island. And these African men and women, strong and smart, big, bold, young and old, found themselves stripped and sorted, taken to market, where they were poked and prodded, judged for their apparent stamina, their apparent ability to carry heavy loads. And then, if they were deemed fit, they were carted away to their new existence as slaves. My ancestors. Life for these African men and women, now called slaves, was certainly not easy. From the crack of dawn to the pitch black of night, my ancestors were forced to work. There was an overseer whose job was to oversee these African men and women, to ensure that they did not stop to wipe their brow, that they would not pause to catch their breath. But if he discovered that one of them did, he would signal to the driver, who would come with whip in hand to lash that African upon his back, to whip the African woman upon her legs to ensure that they kept working. Out on the fields, the beautiful countryside. These African men and women, my ancestors, caught in such a devastating situation, would sing as they worked, allowing their voices to rise up and mingle with the clouds, allowing their voices to reach the great blue of the sky, a beacon of hope and possibility as they labored in the fields. They would sing something like, well, well, my back is bleeding, hell, hell, my soul is pleading, hell, hell, heaven, won't you let me in, hell, hell, heaven, let me in. My ancestors. Now, some of these African men and women, as they labored through their days, the overseer and the driver at their back, were graced enough to have a master with some kindness in him. And one of these days, one day, one of these masters received a fine gift.
he got a great, big, juicy ham. And this master loved him some ham. And when he received this big, fat, juicy ham, well, he wanted to invite others to feast upon it with him. He invited his aunties and uncles, sisters and brothers, nieces and nephews, his neighbor from across the street, and Joe Schmo from along the way to come in to his home and feast with him. So open-hearted was he. Now, did he invite the slaves? Well, no. There were some lines that he just wasn't quite ready to cross. But pay that no mind, pay that no mind. The master, with his friends and family, was seated at the table. He had his fork and knife in hand and began to carve down that ham, began to serve out that ham. And together they ate down every last morsel of that big, fat, juicy ham until there was nothing left of the ham but the ham bone. At this point, the master thought of his slaves. So he called to the little black boy who was always waiting patiently in the corner. And the master said to him, "Boy, get on over here." "Yes, master," the boy said. "You take this ham bone," said the master, "and you give it, well, give it to your mama. See if she can think of something to do with it." "Well, yes, master. Sure, master. Thank you, master," the boy said. He took that ham bone and skipped it on down the dirt path to the shack where his mama was waiting. Now, I like to think that his mama was one of those big, full-bodied African mamas. And I like to think that this big mama looked at that ham bone and said, "What am I gonna do with this?" Well, she thought about it and thought about it and thought about it, and then, she knew. You see, Big Mama, like any good big mama, always had a pot of beans cooking over the fire. So she took that ham bone and she placed it into her pot of beans. She let it sit and simmer, simmer and sit to give her beans flavor. When she was satisfied with the flavor, she took that ham bone out and gave it to the big mama of the next shack, who put it into her own pot of beans. And then that big mama took the ham bone out, gave it to the big mama of the next shack. And round this ham bone went, giving each of those pot of beans flavor. You see, stories, any story that is from the heart and soul of a person or a people is like that ham bone. It can skip around from person to person, home to home, community to community, nation to nation, giving us all the flavor of insight, deeper understanding, and greater compassion for a person or a people
we may not have had room for in our heart until we had heard their story. I bring you ham bones today. First, let me take you to July 19th, 2020. A lone Black woman hides herself away 3 weeks after the infamous murder of George Floyd in Minnesota, Minneapolis. This woman is tucked away as her quaint and quiet rural town in Canada joins together in solidarity. Her little town is holding a Black Lives Matter rally. She is one of the only Black folk around. In the weeks leading up to this rally, this lone Black woman could not walk down the main street of her town without hearing, "Ah, honey, I want you to know that I stand behind you. I've got piles of friends who were Black back where I grew up," one soul said. She could not walk down the street without hearing, "Oh, have I ever told you how beautiful I think your skin is? I'm so happy that you can walk safely down these streets." Or, "My goodness, I don't imagine that you experience any kind of racism in these parts, right? Folks around here don't really care that you're Black." To all of these things, week upon week, she would smile, nod, and wish that she could just disappear. A Black man out on the northern tip of a small town in Western Canada loves to spend his days out in the wilderness. For when he is surrounded by the canopy of trees, the wild animals, and especially the wild edibles, he feels at home. He feels his soul come alive. He feels closest to his ancestors. On this day, while in the wilderness, he is hunting for mushrooms, boletes and shaggy manes, chanterelles and chicken of the woods. He's been at it for hours and hours and has bagfuls of mushrooms clipped to his belt loops to prove it. It has been a glorious day. His hair is covered in leaves and lichen. He smells like yellow cedar. Moss is stuck to his clothing. He is in a paradise. As he is about to make his way home, only a few miles off, he stumbles upon a couple, slightly older, in their 60s, a white couple. And when they see him emerging from the wilderness, they are taken aback, unaccustomed to such a sight in the woods. The woman of the partner clutches the hand of her mate a little harder. The Black man, gathering mushrooms, communing with his ancestors, is used to such a reception. And he knows to help them feel at ease, he will smile, he will make sure he is polite, he will make sure that they know that he is just out hunting for mushrooms, not them. As they walk off, he reflects upon the fact that he'd much rather be in the density of the forest, where there is no one to have fearful assumptions about who or what he is.
A young girl. A young girl lives in a rural northern town, in a province I won't name to respect her privacy, but this young Black girl is in love with the Backstreet Boys and NSYNC and the Spice Girls. It's the 90s at the time. And she wants nothing more than to sing and dance and fit in with her friends, as most young people do. And given her small town rural setting, most of those who are around her are indeed white, or at least lighter skinned. And she thinks they are all beautiful, more beautiful than her Black-skinned self. And she works hard to ensure that her Blackness is not a subject of conversation. Yes, she always has to be the Black Spice Girl. Yes, she always has to take on the role of the dark and wicked one in their games of play. But if she can let that slide, if she can forget that she is so darkly colored, maybe they will forget too. Maybe she can be just another country girl with them. But try as she might to distance herself from the color of her skin, she is reminded of it almost every day she walks through the streets of her little town. There is no one else who looks like her, save her mom and dad, brother and sister. She just wants to belong. These ham bones, these little windows I give you into the experience of a few Black and rural Canadians are meant only to provide a window, room for a little bit of compassion, curiosity, for those Black folk who find themselves alone in quiet towns. For you see, the very first ham bone, that lone Black woman hiding herself away while her beautiful townsfolk hold a Black Lives Matter rally, that lone Black woman was me. And I remember that day so clearly. The striking juxtaposition of being so supported and yet feeling utterly alone. I remember on that day wishing, blessing my townsfolk, and yet tucking myself away, clinging to a book of Black poetry by Langston Hughes, searching within his poetic phraseology for a sense of community to bear this load with me. For though I was grateful for the encouragement, grateful for the love and the show of support from my town, to be the only one to hold it all, to be the only one to stand in the face of it, proved overwhelming for me. And that is where the genesis of the Black and Rural Project was born. For as I read Black poetry on the day my town marched, I wondered, what is it like for other Black folks who find themselves alone in rural settings? What is it like for Black folks who do not have the ready show of multicolored faces to stand with them in moments such as these? Why? Why am I? Why do others live in these quaint and quiet towns, forfeiting a show of multicultural support? Why? Over the course of collecting stories, and I am in the middle of such a beautiful endeavor even now, over the course of collecting these stories, I have heard from Black and rural Canadians across the country. One woman said to me,
Oh, Shayna, though I came to this land from Mozambique only a few short years ago, never before have I valued the history and the beauty of the land I came from. Shayna, to stay connected, this woman said, I read about Black religion, Black ritual, African religion, African ritual, African symbolism, traditional dress and fabric, jewelry and headdress. I read to know my culture even more deeply than I ever did when I was there. Another soul says that she walks through her rural town bedecked in her African finery, determined to not for a second cast her eyes down because she is alone in her town. She is there to work, and she will work proudly as the African that she is. In her words, she was not going to be concerned about the old school farmers who gave her a once over. Another soul said to me that he spent years and years climbing the corporate ladder down in the United States, made it to the top of his game, had buckets of money, in his words, had proven that he as a Black man could rise out of the poverty of his youth and to beat the white man at the white man's game, his words. And though he had made it to the top, he found he was not free enough. To make his incredible story too short, he bought himself a plot of land in rural Canada. And for the past 25 years, he has been homesteading, alone in his Blackness, but utterly free. He told me with great pride that he was the one who dug his own well, laid the foundations for his own home, built his own house, and though he is alone in the color of his skin, he feels more grounded and more connected to his roots than ever. There are so many voices I could share with you, but I'll give you one last. A young man, Black man in rural Ontario, one of the first that I spoke to, shared that after the events of George Floyd's murder, he, who had been one of the few Black faces in his town for his whole growing up, and even now as a young man, he found that now that the attention was given to him, he wanted to rise in it. He was the one to organize the Black Lives Matter rally. He was the one to create space for the few colored faces in his town to show what was within them, rallying behind this social movement. And he said to me that creating that space for him in his small town, a town he loved, creating that space was one of the proudest moments of his life. His story, all of these stories, and I tell you, the myriad of stories that I am getting to encounter listening to Black and rural voices, all of them are ham bones that provide flavor. The flavor of insight, understanding, and greater compassion for a person or a people we would not have been open in our hearts to had we not first heard their story. Black life does not have to and is not necessarily synonymous with urban life, as we are tempted to believe in our North American culture. There is nuance. It is as nuanced as each individual soul. I want to leave you with a
compilation of the actual voices of participants of the Black and Rural Project. The theme of this compilation, it is a short video, the theme of this was a reflection on what it is to be tucked away and hidden, the freedom that we are afforded while being without witnesses, and also the danger, the precarious situations we place ourselves in by being so alone in our tucked away setting. Around this theme are the voices that share other threads of this tapestry of the Black and rural experience. But this is by no means definitive. There are many more voices to hear from, so many facets of rural Black life to still bring to the fore, but I bring you this as a taster, a little bit of flavor from these ham bones. This is the No Witness video. Thank you for listening. There is a significant portion of me that needs to be hidden and that needs to be tucked away. I come from this country, and this country may never really have a place for me as what I would want it to be, that it would accept me as I am, like in my complexity and who I am. My skin is a literal weaving that that tells quite a heavy story. Originally, my desire to get out of town, get away from the city, was my desire to be away from police officers. We expect Black people to be in certain spaces and absent from others. If we're in the city, it's like, oh yeah, Black people in the city. But in the outdoors, it's like, what are you doing here? You're such a surprise. Growing up, I actually felt like being a Black person born in Canada. I thought that was new. Being a novelty and nobody paid too much attention to you. You know, there'd be the odd person that would kind of look at you. I'm going to have to sort of make my own identity here somehow, because there is no tribe for me. You will never be close to whiteness. It's a futile aspiration that'll result in heartache. I feel a lot more comfortable and I feel a lot safer in the I forest really than I do. Even when I have like I felt like My desire to get out my of heritage, my awareness. there's still a deviation in my skin. If you're not in the urban areas, if you're in the rural areas or in the wilderness, you're out of that check box. Where are witnesses? Black skin in the forest. Do you mean well, or are you dangerous? Black skin in the forest. Thank you, Shayna. Merci, Shayna. C'était vraiment émouvant que votre performance. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps afin d'en avoir le cœur net. On n'a que quelques moments. J'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. En tout, quel est le rôle de l'art dans la vie des communautés rurales et pourquoi pensez-vous que la parole déclamée en fait partie intégrante? Merci. Moi, je vais dire que je ne suis pas experte. Je ne parle que au sens que je suis dans la gratitude d'être rural et d'être artiste de la scène. Et grâce à mon expérience et aux échanges que j'ai, le rôle de l'art et des arts de la scène, tout particulièrement, c'est de créer un espace pour le conte,
un endroit, un lieu, un espace où on peut être à la rencontre de l'autre. Et cela d'une façon qui peut passer, comment dire, autour de l'intellect, contourner le cognitif, aller chercher le cœur et l'âme. Et pour ma part, j'ai l'impression qu'il est possible de me galvaniser vers l'action et de me soucier comment ma ville, mon village se porte. Je dois être inspiré de l'intérieur. Je dois être, comment dire, dans un lieu où je sens que je peux apporter quelque chose, que je compte pour quelque chose. Et ainsi, si c'est vrai, je veux contribuer. Et de se voir être représenté dans les arts, d'avoir sa voix, son histoire être racontée, même par un fragment sur le plan artistique, eh bien cela contribue à renforcer le sentiment d'inclusion, d'appartenance, et donc de se soucier, et le désir de s'impliquer, de participer, de contribuer. Et les arts, donc, pour ma part, peuvent vraiment soutenir le travail universitaire important pour présenter les faits, les données, les tendances. Et les arts peuvent donc venir influencer cette vision avec, comment dire, cet appel au cœur qui, selon moi, donne lieu aux changements les plus profonds, car les gens s'investissent réellement. Et pourquoi donc la parole déclamée, l'art de la scène, c'est ce que j'adore, savez-vous? Je crois à cette idée selon laquelle il faut trouver là où sa joie la plus grande vient rencontrer le besoin le plus pressant du monde, de l'univers. Et je pense aussi au cinéma comme un rôle important dans le conte, la danse également, le théâtre. Mais pour moi, même ce travail, la parole déclamée, c'est là où je suis la plus claire, où c'est là que je me sens la plus vibrante. C'est pour moi, c'est le plus important. Mais au cœur, c'est de raconter l'histoire des gens, écouter les gens, leur parcours. Est-ce que ça vous semble logique? Réponse oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut tous et toutes être d'accord que c'est votre façon de communiquer, c'est votre don, car c'est puissant. Et j'estime que c'est parfois quelque chose qui manque dans notre monde. Il y a des histoires partout, mais l'idée de s'asseoir et d'entendre l'histoire de quelqu'un, c'est un geste puissant. Cela est vraiment important dans un monde de plus en plus échevelé. Maintenant, pour peut-être aborder un peu du contenu qui a été exploré depuis une demi-heure et en vous écoutant, pourriez-vous partager avec nous des fausses conceptions répandues quand il est question d'être noir et rural? Et selon votre expérience, est-ce que vous travaillez à élucider ce terrain d'entente, ce terrain commun entre le fait d'être noir et rural, tout en étant quelqu'un qui est universel? Réponse, ou cela prendrait peut-être quelque temps, mais réponse, je vous accorde tout le temps que vous voulez. Merci, merci madame. Mais avec le projet de la ruralité noire, je voulais peut-être lancer un défi aux fausses conceptions. L'idée qu'une personne noire est misérable à la campagne, mécontente, que c'est vraiment la cible de gens extrémistes, de comportements désagréables. La meilleure façon de vous répondre, c'est, comment dire, il y a des histoires qui nous parviennent, certaines histoires, c'est vrai, confirment les attentes, d'autres vont à l'encontre. Alors, ce qui serait le plus radical, selon moi, c'est d'essayer de poser des questions pour aller au cœur même de ces expressions. Ceux qui vivent ce qu'on pourrait présumer comme isolement, difficulté, et ceux qui prospèrent, qui adorent être loin
de ces contextes urbains où souvent ils ne se sentent pas plus inclus. Donc la question du pourquoi, du comment ces individus, ces personnes noires, comment ces personnes font face au quotidien, comment ils s'enracinent dans leur quotidienneté, leur héritage noir ou leur déconnexion de leur héritage racial. Cela m'a plus interpellé, savez-vous, plutôt est-ce qu'ils se conforment à une conception stéréotypée ou non. Et quand il est question du lien entre la ruralité et l'existence racisée, pour moi, j'ai commencé à me concevoir comme étant une personne racisée que depuis quelques années. Et j'ai aussi fait l'expérience de mon identité noire. C'était une façon de me retrouver, de naviguer au sein de mon destin, mais être racisé comme étant, comment dire, une entité manifeste qui peut être examinée, qui peut être auscultée, à laquelle on peut réagir. Eh bien, quand je suis rempli d'amour pour ma petite ville, je suis tellement visible. Et si j'ai une bonne journée ou une mauvaise journée, je suis un des visages que vous rencontrez dans ce village. Et cela a sa beauté, savez-vous, et c'est parfois lassant également. Donc, je pourrais continuer encore 45 minutes, mais je vais peut-être conclure à cet égard. Donc, cette notion racisée et l'idée d'être une minorité si évidente, ça porte vraiment beaucoup de potentiel d'être l'agent du changement positif. Et ça peut être également lassant, celui de porter un fardeau peut-être seul ou à peu. Et pourtant, il y a de la beauté et beaucoup qu'on peut accomplir si on peut tenir cet espace intérieur et le manifester. Mais je dois m'en tenir à ça, madame, car je veux faire preuve de respect pour les gens qui me suivent. Mais je suis très ouverte au dialogue avec vous, avec toute autre personne qui écoute et qui est curieuse pour apprendre davantage sur le projet que j'anime ou tout ce que j'aurais à dire. Tendez-moi la main et je vous la prendrai. Merci. Alors, je vous pose une dernière question, toute petite, toute brève. Répondez rapidement à pied levé. Dans votre monde parfait, ce serait quoi le Canada rural dans 25 ans? J'ai bien compris la question. La ruralité canadienne, ce serait un endroit pour l'urbain de venir à la rencontre de la quiétude, la rencontre de la beauté naturelle du paysage et de le faire sans nécessairement ressentir qu'ils n'y appartiennent pas. Dans 25 ans, le Canada rural, en présumant que c'est aussi beau que l'endroit où je suis, le Canada rural, ce sera un endroit de guérison où les gens peuvent entrer dans la nature et ne pas être alourdis par les fausses conceptions qu'on ne peut qu'être rural si vous êtes une personne A ou B. Donc, de laisser ça de côté et de s'intégrer et être vraiment au sein de la guérison géographique. Voilà mon rêve pour 25 ans. Merci, Shayna. Merci beaucoup de votre temps. Et s'il vous plaît, allez voir wearestoryfolk.com et aussi blackedrural.com. Merci, Shayna. Merci beaucoup. Je vais maintenant remettre le micro à Kyle. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très, très stimulant. Et je suivais dans le chat, il y a des gens qui ont déjà commencé à vouloir recevoir de vos nouvelles. Ils se sont inscrits à votre infolettre et ils vont participer. J'ai eu l'occasion d'interagir avec elle à plusieurs reprises dans la préparation de la conférence et je suis ravi que vous ayez pu être des nôtres aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci de tout cœur au nom de notre comité organisateur et de toute
la gang ici. Ensuite, nous opérons la transition vers la prochaine partie. Et donc, notre prochain conférencier, c'est Alexandre Rufford. Donc, Monsieur Rufford est le directeur des Jardins de Métis, ou les Jardins Rufford, et du Festival international des Jardins. Et il a joué un rôle clé avec l'organisation non à sans but lucratif qui a acheté cette propriétaire du gouvernement québécois en 95. Il est le cofondateur du Festival des Jardins, un des premiers événements du monde pour la conception des jardins. Ils sont des leaders dans la conservation. Ils ont un parc écologique sur les rives de la rivière Métis. Alors, il est membre du conseil d'administration de plusieurs organisations locales, régionales et internationales sur les jardins, la préservation historique et la culture. Et sur ce, je vais maintenant vous céder le micro et nous avons hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Kyle, et merci Shayna pour votre présentation incroyable. Ce n'est pas facile de suivre après la beauté que vous nous avez présentée. Donc, je vais vous présenter mon histoire, une histoire qui vient d'un endroit de privilège, si vous le voulez, mais je pense que vous verrez des chevauchements car comme vous, nous croyons vraiment dans la puissance de l'art et du beau. Et donc, il est question de comment, depuis 25 ans, je suis au jardin, donc je suis dans ma 27e année dans l'industrie touristique. Et j'aimerais partager quelques histoires à succès qui ont été les nôtres et aussi des échecs de l'expérience. Mais merci de votre présence et j'ai pu participer à quelques conférences ce matin et j'ai compris à quel point les messages sont puissants. Je travaille dans un endroit merveilleux, donc je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et cela va illustrer mes histoires, donc je vais vous montrer quelques images et puis je vais en parler pendant quelques minutes. Donc, je m'occupe d'un jardin dans la province de Québec. C'est un grand jardin. C'est environ 200 acres ou 100 hectares, une très belle partie du monde. Nous sommes dans la région du Bas-Saint-Laurent, à Gaspésie. Si vous ne la connaissez pas, nous avons environ 200 000 personnes de population, 100 000 dans la Gaspésie, donc 300 000 en tout. Et ce sont des résidents permanents. Nous sommes à 600 km de Montréal, 350 de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment la ruralité québécoise. Notre gouvernement régional a une population totale de 17 000 et le village même où le jardin se trouve a une population de 265 000 personnes, peut-être un peu plus cette semaine, puisque nous avons eu de l'immigration dans le monde post-covidien. Mais donc, c'est très rural. Et moi, je suis là depuis 95 et je me suis lancé dans l'économie créatrice comme réponse aux défis que nous avions dans le monde du tourisme, qui est une industrie très saisonnière, car même avec les changements climatiques, tout semble à courte saison. Nous avons environ 110 jours de givre, donc c'est très court. Et aussi la saison touristique, comme bien d'autres exploitants touristiques, et surtout au Québec, avec le retour au collège communautaire à la fin d'août, nous perdons notre main-d'œuvre et nos visiteurs sont en chute libre dès l'arrivée de septembre. Et avec la COVID, on n'a pas eu de touristes internationaux, donc ça a été une tempête parfaite avec beaucoup de défis et un manque de visiteurs. Mais j'aimerais dire que nous sommes dans l'environnement parfait car nous permettons maintenant aux visiteurs de tous les âges de venir. En l'an 2000, comme réaction au projet du Millennium, nous avons organisé un festival des jardins. C'était une réaction à notre besoin et c'est un peu le besoin de toutes les institutions culturelles d'élargir leur appel et d'avoir, plus de clientèle. Et donc, la plupart des visiteurs étaient bien éduqués de milieux urbains en vacances et nous avons vu la tempête imminente d'avoir de moins en moins de personnes âgées
Et il fallait être un peu plus cool, un peu plus branché et davantage ancré et vraiment en prise avec la nouvelle génération qui montait. Donc, voilà où nous en sommes. Nous sommes dans la baie en bas. C'est une économie très rurale, surtout des producteurs laitiers. C'est plutôt prospère. 99% francophones. On a très peu d'anglophones. Moi, je suis anglophone. Et il y a un peu de mon personnel qui parle anglais, mais c'est surtout des francophones avec quelques personnes bilingues. C'est un paysage incroyable et les régions rurales ont vraiment beaucoup de ces atouts. On a un des lieux les plus spectaculaires avec le fleuve Saint-Laurent, qui est notre voisin, notre allié. Il n'y a que de la beauté, de la perfection à perte de vue. Et pendant l'été, c'est un partenaire de notre exploitation. Donc, comme je l'ai mentionné, nous sommes vraiment enracinés dans le privilège. C'était un manoir de ma famille à la fin du 19e siècle. Donc, les gens riches venaient pour passer l'été. Je ne suis pas riche, mais je fais partie de cette tradition des gens riches qui voient la ruralité comme un terrain de jeu. Donc, mon arrière-grand-mère de Montréal, elle était là jusqu'aux années 1950 et elle a élaboré ce jardin immense. Donc, c'est une femme riche qui a grandi dans une grande maison à Montréal et a évolué dans la communauté anglophone de Montréal. Mais c'était une femme qui était très ouverte à toutes les formes d'art et à la performance. Donc, cela nous a donné quelques-uns des pistes. Donc, les contes chez nous, c'est de s'inspirer du passé et de le rendre pertinent pour demain. Et nous l'avons fait en étant les commissaires de plusieurs activités. Nous avons tendu la main à des artistes d'un peu partout au Québec et au Canada, et en fait, sur le plan international, pour en arriver à des installations vraiment très riches, parmi les plus riches au monde. À gauche, c'est donc une photo de mon aïeul et à droite, une installation d'un artiste étranger avec son collègue canadien. C'est un jardin qui s'appelait le Jardin de la Connaissance. Donc, c'est un jardin qui parle des livres artistiques, le fait que les livres viennent des arbres et se transforment en pâte et papier, et donc des objets d'admiration. Et le cycle écologique, c'est qu'ils peuvent revenir à la terre. Ce n'est pas une question de brûler des livres, mais cela a suscité bien des controverses par le passé. Mais c'est vraiment un des éléments quand on veut mettre de l'avant la ruralité, c'est que on a ce legs. Donc, on a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Notre passé est très riche, on a des objets incroyables, on a ce musée. Et donc, nos visiteurs arrivent dans nos jardins et font l'expérience d'un lieu touristique avec une très belle écologie, un environnement inspirant. Nous avons des programmes aussi, mais peuvent également explorer l'histoire de la propriété, de ses propriétaires, de ses inspirateurs. Et cela, la même journée, avec le même billet, ils peuvent voir des installations d'horticulture parmi les plus merveilleuses qu'on puisse imaginer. Donc, le passé est riche car c'est l'histoire d'une femme. Et dans notre environnement, c'est vraiment rempli d'espoir. Une femme blanche et riche, c'est vrai, mais une femme qui était militante, elle croyait au vote pour les femmes, elle était active sur le plan politique et écologique, et bien sûr, elle a imaginé ce jardin magnifique. Donc, pour nous, le passé, c'est une porte ouverte sur l'avenir. Donc, un des messages que j'aimerais partager avec vous, c'est que il faut, quand on pense à l'inclusion, il faut inclure toutes les formes d'art. Et on a appris que c'est possible. Et c'est vraiment merveilleux parce que les jardins peuvent nous accueillir avec l'opéra l'été, la danse, la performance, la photo. Donc, on est très chanceux parce que il y a très peu d'exclusion dans la ruralité canadienne. C'est que les paysages sont merveilleux. Et même s'ils sont entre mains privées, il y a beaucoup d'occasions d'inviter les gens et d'y tenir des activités. Bien sûr, la difficulté, c'est de trouver un public. Et moi, je vais aborder cette idée. Donc, c'est une ancienne photo qui a été utilisée pour inspirer un nouveau livre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert nos archives
et on a invité un photographe de Montréal, un photographe contemporain qui a marché avec sa technologie actuelle pour reprendre des photos du même espace aujourd'hui. Donc, c'est devenu un livre, un catalogue, et en fait, on est en train de fermer bientôt cette exposition, c'est pour dimanche. Mais c'est voir comment le passé peut ouvrir les portes de l'avenir. Et aussi, bien sûr, les gens créatifs adorent ce genre d'invitation, de regarder un peu la généalogie, l'archéologie d'un endroit, d'un lieu, et de s'en servir comme tremplin pour imaginer la beauté redessinée. Il y a comme une zone nostalgique, donc ils adorent s'intégrer à une ancienne technologie, ces photos noires et blanches, et bien sûr, avec le monde numérique, on a tant de couleurs et tellement de compétition. C'est de replonger dans le passé, c'est quelque chose qui offre une tension et une richesse incroyable. Nous avons une très grande collection de plantes qui sont autochtones, d'autres sont exotiques. Voici une des plantes des montagnes Himalaya. Donc, c'est une plante très exotique et on voit comment elle régisse ici. On est très bien positionné parce que les Canadiens ont vraiment, réinvesti leur jardin avec le confinement pandémique. Et cela a mené à beaucoup d'investissements dans les jardins. Mais cela veut dire également que l'industrie de l'horticulture a connu ces 2 années les plus fortes depuis qu'on enregistre les chiffres d'affaires de ces milieux commerciaux de l'horticulture. Donc, je crois que la COVID, c'est une invitation à reprendre notre lien avec la vie naturelle, le monde naturel. Et c'est un défi pour les communautés rurales du pays et les générations. Moi, j'ai grandi à l'extérieur d'Ottawa sur une ferme dans la région de l'Outaouais, au nord d'Ottawa. Je connais donc un peu comment l'économie agricole peut fonctionner. Et puis, par le passé, les gens de ma génération, j'ai 60 ans l'année prochaine, avaient des liens avec le monde agricole d'une façon ou d'une autre. On avait un grand-père, une tante, quelqu'un qui vivait dans la ruralité. On avait un lien qui était plus qu'un seul visiteur qui part en camping. Nous avions un lien organique et ça, c'est probablement disparu pour 80% de la population. Donc, c'est parfois difficile de renouer avec la ruralité. On a plusieurs façons de se faire. Bien sûr, c'est une porte vers la possibilité, dans quelques semaines, nous avons une compétition internationale afin qu'ils puissent participer dans notre compétition. Cela ne nous coûte rien. On se sert d'une voix numérique pour annoncer la compétition. Nous avons 150 propositions de partout au monde et ensuite, on s'en inspire avec l'aide du Conseil canadien des arts et le Conseil québécois et voilà quelques-unes des installations qui sont possibles. Donc, comme vous le voyez dans ces images, on y voit la possibilité de ce que nous faisons. Et nous regardons vers une clientèle plus jeune. Et je pense que dans les économies inclusives de l'avenir, dans la ruralité canadienne, il est question d'aller chercher les jeunes. C'est une transition importante et je pense que les gens qui participent à cette conférence comprendront cette transition. C'est qu'il y a une exfiltration des gens urbains vers les économies rurales de nos régions. Ils sont en train de plonger dans toutes les perspectives d'avenir que la ruralité offre. Et notre défi, c'est de les garder ici, de les impliquer, de les faire participer, de garder leurs enfants, de contrer l'exode, de leur offrir un milieu de vie qui permet un style de vie qui est vraiment viable. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous essayons d'attirer toute une nouvelle génération de visiteurs. Donc, nous avons une politique où les enfants ont l'entrée gratuite. Donc, c'est une façon pas chère, très abordable d'élargir les horizons et par le biais de notre festival communautaire. C'est un événement remarquable conçu pour permettre aux gens de s'amuser.
Donc, l'une des choses qu'on oublie parfois dans les institutions culturelles, surtout les institutions de haut niveau comme les jardins, c'est comment ils peuvent être ennuyeux. Il y a beaucoup de gens bien éduqués qui travaillent à l'échelle du monde et on essaie de faire concurrence avec Londres, Paris, etc. On est capable de faire ça, mais on le fait aussi d'une manière divertissante et interactive. Et c'est un très beau secteur dans lequel on peut travailler. On est un des très peu de nombreux jardins. Donc, voici quelques images de fleurs. C'est des installations contemporaines conçues par des artistes et dont on fait l'exhibition à l'extérieur. C'est une conception de Séoul en Corée, faite avec des corps nautiques. Et les installations en elles-mêmes deviennent une opportunité merveilleuse pour les parents d'interagir avec non seulement avec les enfants, mais avec le monde rural. Donc, la créativité veut dire inviter les gens à profiter de notre installation, de nous inviter dans les foyers des autres et nous faisons ça par le biais de plusieurs collaborateurs et partenaires. Et une des choses que j'ai appris au cours de mes années de travail ici, c'est de tisser des relations avec des institutions d'éducation. Nous avons eu 12 ou 13 concerts qui étaient organisés non par moi, mais non par des passionnés de musique, mais par des personnes des conservatoires de musique qui ont trouvé les bonnes personnes pour concevoir le programme. Et avec un budget très modeste, nous avons pu monter une série de concerts en plein air en collaboration avec la faculté d'architecture de l'Université McGill. Donc, il faut vraiment consulter les institutions, les universités et collèges locaux, pas seulement en termes de personnel, mais en termes de partenariat. Ils ont des gens dont on a besoin. Un exemple que je souligne, nous avons des partenariats avec Concordia, avec l'Université du Québec à Montréal, avec l'Université Laval à Québec, avec l'Université de Toronto, l'Université Harvard aux États-Unis. Et c'est vraiment à aucun coût. Ils cherchent vraiment des installations rurales pour monter ces spectacles. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu es un architecte qui va suivre des cours, vous allez passer l'entièreté de votre vie devant un écran. Donc, ils cherchent des lieux pour créer des activités et de passer au mode de conception au mode de construction. Donc, il y a beaucoup de facultés où les gens cherchent des expériences d'études à l'extérieur et cherchent des lieux où les personnes peuvent être actives et faire participer les étudiants. Mais ce que nous avons pris au fil des années, c'est que la réalité rurale que nous vivons a des répercussions ailleurs au monde. Voici une conception de Stockholm en Suède et voici la construction, la réalité. Donc, à l'aide de matériaux locaux, voici des herbes qu'on essaie de retourner dans le monde rural. Non seulement pour ses capacités en fibres, mais pour ses huiles aussi. Voici des installations artistiques à grande échelle. Et ça peut confondre quelques visiteurs aussi, mais c'est une bonne façon de faire le lien entre les matériaux et la réalité. Et si vous habitez la communauté comme moi, vous visitez pas les fermes. Les fermes sont très industrielles. Ils ont beaucoup de machinerie, beaucoup de dangers, beaucoup de pesticides, des herbicides. C'est sûr que les agriculteurs travaillent fort, ils n'ont pas le temps d'accueillir des visiteurs. Donc, il y a une frustration continue. Les gens voient ces régions, mais ne peuvent pas en faire l'expérience. Et une des façons de mettre en avant ces activités, c'est de faire participer la communauté rurale dans les arts et de profiter des matériaux. Donc, nous avons manqué le bateau en quelque sorte. Il fallu que le marché des fermiers soit installé chez nous, mais on a manqué ce projet, mais on célèbre vraiment la communauté rurale parce que c'est une communauté qui crée des produits énormément intéressants avec des produits qui ne sont pas utilisés dans les installations artistiques, mais avec un peu d'imagination, on est capable de les transformer en œuvres d'art avec des images comme celle-ci qu'on peut diffuser à travers le monde. Voici un autre projet, un projet très modeste. Dans ce cas, on voulait aborder les questions
auxquelles font face tous les habitants ruraux, on voulait essayer de réduire l'utilisation des instruments mécaniques qui utilisent du carburant, qui émettent du gaz CO2. On veut pas être un consommateur de ces produits, on veut faire le lien avec l'économie culturelle. Donc, dans notre cas, on a imaginé ce projet qui a combiné deux choses, le lien avec l'économie rurale, mais avoir un pâturage pour les moutons. Aussi, donc, nous sommes la première institution pour considérer que les moutons peuvent être un visiteur. Donc, on a invité une école de conception à Lausanne, en Suisse, pour imaginer un paysage pâturel idéal pour les moutons. Et nous avons un groupe de moutons ici, un troupeau. Et c'est un don. Et c'est très bien en été. C'est un bon lieu pour qu'ils s'occupent du gazon. Donc, voici des moutons dont le destin est malheureux. Ils deviennent des repas sur les tables de nos cuisines et nos restaurants, mais la production des moutons au Canada est à l'intérieur et ils ont pu passer du temps à l'extérieur et l'environnement a été conçu par des concepteurs très talentueux et donc ces moutons sont très heureux. On aime penser, du moins, donc c'est par la ruralité, le design et l'écologie a rendu un succès de ce projet. Et vous voyez les étudiants qui construisent ce projet. L'autre élément, c'est de faire participer les gens à la fabrication et ensuite à la promotion de ces projets aussi. Donc, au lieu de juste donner un contrat à un contractuel local, ce que nous pouvons faire, si on peut arriver à en trouver un, on utilise les étudiants des universités locales qui ont fait beaucoup du travail lourd et ils ont adoré faire ça. C'est une très bonne expérience d'apprentissage pour ces gens-là qui apprennent en faisant et les jeunes qui n'ont jamais vu des moutons de très près et les moutons aussi ont eu un lieu très amusant, très heureux. Et donc, c'est un projet très modeste avec un budget modeste. Le coût total, c'est peut-être 1000 heures de travail du personnel et 13 000 $ en matériaux de construction qui a compris le clôturage, la construction. C'est une très bonne façon de mettre en avant la ruralité. Voici un autre exemple pour nous. Nous sommes un jardin avec un grand personnel et une grande empreinte. On a des villages dans la région qui n'ont pas de musée, n'ont pas de capacité de mettre en avant des projets, de conserver des projets. Donc, nous avons fait appel à des concepteurs ici du Royaume-Uni. Ils avaient des entrepôts qu'ils ont bâtis et nous avons mis sur pied un nouveau projet de court terme dans un village avoisinant. Et c'est en réponse à l'érosion. C'est un problème écologique qui a fait glisser le terrain et qui a détruit des bâtiments. Donc, il y avait un manque de revenus d'impôts dans ce village, une économie en dépression et ils ont demandé de l'aide au gouvernement désespérément, mais ils ont eu ces propriétés qui longent la côte qui n'avaient pas d'utilité. Donc, il fallait réimaginer le long de l'eau pour créer un nouvel environnement. Dans ce cas-là, nous avons invité la conceptrice, on a fait des liens avec le village, on a trouvé les fonds pour construire l'installation, on a construit l'installation et ensuite on a créé avec un budget très modeste un nouvel espace public qui est devenu pour un certain nombre d'années un parc très populaire. Et nous imaginons couramment un parc dans le même espace, sur le même territoire. Et c'est étonnant, il y a beaucoup d'artistes, des architectes, des aménageurs paysagers dans ce pays qui cherchent des nouveaux projets. Ils ne cherchent pas de l'argent, ils ne cherchent pas beaucoup d'aide, mais ils cherchent des lieux pour des projets publics pour mettre en vedette leur créativité. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire du travail gratuitement parce qu'on a payé ces concepteurs du vrai argent, mais en même temps, on leur donne le don d'un endroit public et on fait des liens avec un marché international et un public mondial. Et ce concepteur a profité de ces paysages et vous avez sûrement des paysages comparables dans vos communautés. Donc, nous avons eu des discussions comparables avec d'autres villages pour créer
un point de vue. Voici, au lieu de créer une construction en bois, on fait le lien avec des architectes pour créer un endroit de signature. Et donc, il y a beaucoup de possibilités dans ce pays. Et avec la journée mondiale, la journée de la réconciliation demain, c'est l'occasion de participer avec les personnes autochtones. Il y a des aménageurs paysagers. Ce serait une bonne opportunité de consulter ces jeunes concepteurs qui ont beaucoup de talent et qui sont peut-être un peu frustrés avec leur travail dans un grand cabinet, qui cherchent à mettre en œuvre un projet dans une communauté rurale et de faire des liens avec leur propre communauté. Donc, c'est quelque chose à envisager. Donc, voici le pouvoir de la créativité. Voici du bois de plage dont des bénévoles ont fait la collecte. Et maintenant, cet entrepôt, cette remise est devenue un émoine de mer. Donc, voilà des attributs positifs de cette installation. Et voici le lieu public. Nous avons également aidé avec la création de nouveaux parcs publics dans la communauté où il y avait beaucoup d'espaces privés et pas beaucoup d'accès public le long de la côte. Et un autre projet, donc on implique peut-être dans le domaine public de réaménager la région et dans ce cas, on voulait créer un meilleur pont au lieu d'investir dans des ponts LED, des routes LED, de l'infrastructure LED. Pourquoi pas, est-ce que nous ne pouvons pas dans nos communautés construire des ouvrages de plus belle apparence? Ça prend un peu de courage politique parce que on se met en avant, mais il n'y a rien à perdre vraiment. Et dans ce cas, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau pont enjambant la rivière. C'était un pont très cher, et nous avons dit, nous pouvons faire de mieux avec la participation du public. Nous avons eu 30 étudiants de Montréal. Voici le pont existant qui date de 1921 avec beaucoup d'éléments. Et c'était un investissement pour l'économie locale lors de sa construction. Et le gouvernement voulait construire un pont de béton très simple, très laid. Et ce que nous avons fait avec les étudiants, on a pris ce projet, le projet conçu par le gouvernement, et nous l'avons, on a fait 180 degrés et on a fait une charrette d'une semaine. Les gens ont discuté et ils ont créé un nouveau design en s'amusant parce que ce sont des personnes de milieu urbain qui sont venues en milieu rural et ils ont adoré ça l'hiver quand il y a moins de tourisme dans l'Est du Québec. Et avec ces étudiants, nous avons créé une exposition que nous avons présentée aux maires locaux, des villages locaux, et le gagnant, le lauréat du projet, voici quelque chose d'inspirant. Au lieu d'avoir un pont très utilitaire, le vieux pont, ça devient le pont Berger. Et c'est un lieu pour agrandir l'économie rurale avec l'aide des moutons, etc. C'est très peu probable que ce soit construit, mais l'exercice de réunir des personnes créatives dans un environnement rural, de rencontrer les maires, c'est une très bonne opportunité d'apprentissage parce qu'on fait le lien entre les jeunes et la région. Ils comprennent la réalité rurale. Avoir les maires qui rencontrent les designers, les architectes, les concepteurs en 2021, c'est un très bon exercice parce qu'ils voient la valeur de la conception, l'importance de la conception environnementale en région urbaine parce qu'ils vont construire beaucoup de canalisation, de nouvelles infrastructures. C'est bien d'avoir des solutions de rechange qui sont très abordables du point de vue du coût. Et en dernier lieu, un autre élément de notre approche de conservation, c'est de construire une maison écologique. Et cette maison a été construite sur les fondements qui, dans notre région, qui s'appuie sur l'industrie forestière et l'agriculture. Dans notre région, très typiquement, et c'est typique des régions dans l'Est et dans l'Ouest,
arbres sont coupés, sont abattus, sont apportés dans Syrie, sont transformés en planches. Les planches sont chargées sur des camions. Ces planches sont envoyées à Montréal, envoyées dans le réseau de distribution, et dans 4 à 6 mois plus tard, on les obtient et on s'en sert dans nos maisons. Donc, on exporte des vastes volumes de matières primaires, et ça revient à nous avec une meilleure valeur ajoutée, et on s'en sert dans notre propre construction. Donc, on voulait changer ça en bouclant le cycle du projet où l'acte de la construction devient l'acte d'un investissement dans notre communauté. Donc, dans ce cas, c'est un centre d'interprétation, un espace de co-travail, de travail en commun, construit par des architectes locaux et des contractuels locaux, avec des gens qui ont fait du don en matériaux. C'est devenu un centre d'excellence et un bâtiment vert, écologique, pour que les gens comprennent les aspects positifs d'acheter des produits locaux dans un réseau de 100 kilomètres, pour éviter l'importation, par exemple, des planchers en bambou de l'Asie, lorsque nous avons des matières premières ici qui viennent de nos forêts, qui sont exportées aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Donc, ce projet va transformer la façon de voir, et tout en créant un projet intéressant. Voici un autre bâtiment. C'est une approche similaire. Nous avons eu recours aux experts locaux. C'est l'immeuble où on abrite nos stagiaires. Donc, on profite vraiment du talent local, et je suis très étonné au nombre de travailleurs d'agriculteurs qui sont déportés des pays d'Amérique du Sud, et on essaie de remédier à cette situation où on construit des bâtiments comme ça, où c'est la maison des stagiaires. Donc, ils habitent dans une maison conçue par une architecte, ils travaillent pour nous, et en fil du temps, ils vont devenir non seulement des créateurs pour l'économie, mais eux-mêmes, ils vont créer leurs propres ateliers de conception dans les régions rurales du Canada. Il y a beaucoup de talents au Canada en conception, et les gens peuvent travailler à Saint-Jean-Terre-Neuve aussi facilement que dans les régions rurales de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. Donc, le design peut avoir lieu n'importe où. Et je pense qu'on essaie de prendre un rôle clé, principal. Donc, voici quelques images pour illustrer les façons dont nos jardins sont devenus un tremplin pour l'économie créative. Je ne peux pas vous donner des leçons que nous avons tirées, mais on a connu des succès en faisant ça au cours d'une génération. On a eu tellement de belles récompenses, mais la meilleure récompense, c'est de voir des générations. On est maintenant dans la 2e génération de jeunes, d'enfants, des concepteurs qui sont venus chez nous en 2001, qui participent à nos événements. Ce qui illustre à quel point nos régions rurales peuvent offrir des choses qui ne sont pas offertes dans d'autres régions du Canada, c'est-à-dire l'opportunité de travailler dans la nature avec des gens talentueux. Et maintenant, nous avons l'Internet haute vitesse, du bon café, qui étaient vraiment deux des meilleurs des obstacles les plus importants par le passé. On a maintenant du bon café. Vous pouvez avoir un bon café dans le café local, et vous pouvez profiter d'Internet à haute vitesse plus vite que dans les centres urbains. Donc, nous avons répondu à ces deux défis, relevé ces deux défis, et le prochain défi, c'est de permettre à la prochaine génération de gagner gagner leur vie dans la communauté rurale. Et on est sur le bon chemin, et une des façons d'y arriver, c'est d'embaucher des gens talentueux. Et voici mon message d'aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir écouté, et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci. Awesome. Thank you so much for that awesome presentation. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Formidable. Toutes sortes d'images. Je ne sais pas si le café, le manque de café ce serait un obstacle pour moi, mais j'adore la façon dont toutes ces discussions, de raconter des histoires, le design sont réunis cet après-midi pour illustrer les avantages de l'économie rurale. Une des choses que j'adore dans ces conférences, on aime avoir des excursions. Des fois, on se rend dans ces communautés pour voir ces projets, ces initiatives. Et si vous voulez vous joindre à nous au printemps à Rimouski, j'espère qu'on pourra visiter vos jardins
et voir des gens qui viennent visiter vos jardins et voir ces choses en vrai. Donc, c'est vraiment une bonne façon de surveiller vos courriels pour l'invitation. Et donc, nous avons du temps pour quelques questions. Donc, je vous demande de poser vos questions dans le chat et on va les transmettre ici. J'ai quelques questions pour amorcer et je vais commencer par cette première question. Clairement, transformer votre région a exigé beaucoup de travail et une grande vision. Je me demande, quand vous avez commencé, aviez-vous une idée des collaborateurs et des partenaires dont vous aviez besoin pour solidifier votre projet au début, ou est-ce que c'était quelque chose qui émergeait au fur et à mesure que vous avez commencé le travail? Donc, j'aurais dû dire, et je vais admettre que une grande méthode que nous avons utilisée, c'est de voler les idées aux autres. Et dans la région, dans le monde des médias, Instagram, etc., il y a tellement de belles idées. Et dans ce cas, notre festival a été inspiré par un événement semblable en France, où ils ont une culture de design très développée. Donc, on s'est dit, c'est une belle idée, une bonne idée. Ça a eu beaucoup d'impact positif dans les médias. Ils ont eu des articles dans toutes les revues de design, de conception dans le monde. Et c'était inspirant de voir à quel point les jeunes étaient impliqués. Et là, on s'est dit, les jardins, c'est plate, les jardins sont morts, les jardins vont pas attirer les gens. Donc, nous avons volé l'idée et c'est une bonne leçon que nous avons tirée. Nous avons également fait le suivant, les événements étaient en collaboration avec l'Université de Montréal et avec un professeur en particulier qui a dit, je veux que mes étudiants travaillent à l'extérieur, dans la nature, dans un jardin. Et nous avons dit oui, on va vous donner toutes ces choses, on va les loger, on va les héberger. Et ça a pris 2 semaines pendant l'été, mais c'était un exercice de grande créativité. C'était formidable d'avoir ces gens d'une grande énergie sur place et 3 ou 4 professeurs. Ça nous a presque tués parce que à quel point ils avaient de l'énergie, mais ça nous a laissé avec l'idée que les universités ont besoin des lieux dans lesquels ils peuvent faire ressortir leur créativité. C'est pas viable du côté économique. Ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser, mais ils peuvent être vraiment de bons partenaires institutionnels. Donc, s'il y a des institutions académiques près de chez vous, essayez de les approcher, mais s'il n'y en a pas, il faut aller les trouver. Donc, nous avons travaillé avec des partenaires qui sont éloignés de 1400 kilomètres et à Montréal qui est de 600 kilomètres de chez nous. Et des fois, la distance devient un avantage. Et des fois, on oublie ça, le voyager et la distance, le défi de se rendre dans un lieu, ça fait partie du charme. Et ça fait partie de l'importance. Si on pense à une région au Canada, c'est les îles Pueblo, et c'est très populaire parce que c'est tellement difficile de s'y rendre. Parce que des fois, la distance peut être un avantage stratégique parce qu'une fois qu'on s'y rend, on est là et si on est connecté avec un lieu sur le plan mental, c'est un avantage parce que des fois, on est ici et on était là dans notre esprit, on gère notre famille, nos messages, notre vie quotidienne. Mais lorsqu'on est dans un milieu rural, il y a quelque chose d'intéressant avec ce manque de connectivité, ce manque et cette connexion avec l'espace. Et une des inconvénients stratégiques, on peut les transformer en avantages. Et merci d'avoir soulevé ce point. C'est un message très important et c'est une des choses que on essaie de faire à Surf. C'est on essaie de faire le lien avec les universitaires et si on n'en a pas dans notre réseau, on va les contacter, on va faire des liens avec des gens dans d'autres universités, d'autres collèges. Si vous avez des questions sur cela, n'hésitez pas à consulter notre site web, contactez-nous parce qu'on veut vraiment faire le lien, aider ces connexions, faire réunir les gens. Et c'est un bon exemple à quel point ça peut devenir une stratégie importante. Très bien. La prochaine question que j'ai,
quel était le plus grand impact dans votre région, dans votre communauté? C'est une bonne question. Évidemment, le plus grand impact, c'est du côté des emplois. Nous avons de 20 à 60 personnes qui travaillent pour nous. Nous achetons des légumes, des matériaux et un impact que je dirais, c'est que nous sommes l'ingénieur d'une approche différente à la conception, à la construction et au développement culturel. Donc, on a pris notre modèle institutionnel et on l'a fait suivre par d'autres. Et nous avons fait face à des enjeux auxquels d'autres communautés font face. Pourquoi est-ce qu'on fait venir ce gars intelligent de Toronto ou de Vancouver? On a l'impression qu'on a tous ici qu'on ne veut pas écouter d'autres gens. Donc, on a trouvé des façons pour trouver des façons où les personnes créatives peuvent créer. Donc, ils ne viennent pas ici d'ailleurs, ils font quelque chose qu'ils veulent faire. Ce ne sont pas des experts conseils, ce ne sont pas des gens qui se vantent de leurs propres compétences. Ils font leur travail dans un autre environnement. Et nous avons appris ça au fil du temps, que c'est important de parler les deux langues. Donc, les créateurs doivent être créatifs dans leur propre espace. Donc, on ne dit pas au village, il faut créer un parc public. Si vous voulez, on dit, si vous voulez créer un nouveau parc, pourquoi pas le concevoir de cette façon-là? Pourquoi pas l'envisager comme si, avec des matériaux locaux, avec des professionnels locaux, et le résultat serait mieux si on le fait nous-mêmes. Donc, c'est un argument difficile parce que il y a beaucoup de communautés rurales qui sont très autonomes. Ils ont très bien réussi, mais on a la génération avant moi qui ont fait cette expérience. C'est un monde très compétitif, que ce soit en Norvège, en Australie, au Canada. On s'attend à ce qu'un niveau, un très haut niveau, que ce soit le café et l'Internet ou la conception. Et maintenant, on peut offrir le café et l'Internet. Mais du côté conception, design, la barre n'est pas aussi haute. Donc, on offre des espaces publics qui ne sont pas attrayants. Les stationnements sont pas beaux. L'asphalte est en mauvais état. Donc, il faut vraiment rehausser la barre et faire appel à des gens intelligents qui peuvent nous aider à améliorer les choses. Et il faut les envisager comme des alliés. C'est un message très difficile à prendre et on n'a pas toujours connu du succès, mais lorsqu'on aménage un espace public très cool dans une communauté qui n'a pas beaucoup de ressources, les gens en sont très reconnaissants. Donc, une des leçons, c'est que vous pouvez faire participer la communauté, tout le monde en profite, que ce soit les visiteurs, les résidents, ou les personnes qui pensent que ces communautés sont cool et des endroits où il faut visiter. Nous avons une question de suivi qui est en ligne avec l'autre question. Comment est-ce que la vision ou l'impression des gens de votre projet a changé au fil du temps? C'est une très bonne question, merci. J'ai constaté de nombreux changements au cours des 20 dernières années lorsqu'on était sur scène entre 2000 et 2005, le nombre de visiteurs a augmenté. On a eu beaucoup de succès à l'échelle internationale, beaucoup d'attention des médias. Maintenant, il y a beaucoup plus de concurrence et les villes canadiennes font du travail formidable en conception. Et maintenant, l'autoroute Gardner à Toronto est devenue un parc public. Les villes dans ce pays ont investi de manière massive dans l'infrastructure de qualité et on a vu ce changement. Maintenant, tout le monde fait ça. Les installations de qualité, on en voit partout. Montréal a investi cet été pour repositionner la ville comme une destination de création dans un monde post-COVID. Donc, on a vu cette évolution de l'environnement, mais c'est naturel. Si moi, je peux voler l'idée à quelqu'un, pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas me voler mes idées? Donc, le monde est ouvert, le cadre est ouvert, il y a beaucoup de compétition, mais une des choses qu'on oublie dans les communautés rurales, c'est qu'on a quelque chose qui manque ailleurs. Nous avons des paysages naturels, des personnes authentiques. Donc, je peux sortir de ma porte avant et d'être à une ferme laitière dans
3-4 minutes. Je peux être dans une forêt vierge dans 2 minutes, dans un lac dans 12 minutes. Donc, on n'a pas tous les mêmes environnements, évidemment, mais c'est étonnant comment la proximité des écosystèmes fonctionne dans les communautés rurales. On n'a pas ça à Toronto. Vous pouvez pas quitter Toronto. Ça vous prend 2 heures de prendre la route Avenue Road et de traverser la ville. Donc, c'est la facilité de connexion dont nous profitons et nous ne valorisons pas cette facilité d'accès dans nos communautés. Pourquoi est-ce que les jeunes visitent les communautés rurales? Pourquoi est-ce que les gens s'établissent ici? C'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils passent de 35 à 60 minutes dans une voiture ou un train 2 fois par jour, 5 jours semaine. C'est pas une façon intelligente de vivre. Et donc, nous, on va profiter de cette proximité et on va imaginer des gens, imaginer des façons de vendre cela. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Une question nous parvient. Quel est votre prochain objectif important pour les jardins? C'est quoi votre prochaine idée? Réponse. Comme beaucoup d'entre nous, on a beaucoup d'infrastructures, des ateliers qui sont pas très jolis, des garages, de la machinerie et ils sont un peu au cœur du site physique. C'est vraiment niaiseux, on s'est dit. Donc, on est en train de repenser nos jardins pour essayer de déplacer tout cela vers le périmètre et que ce soit pour que l'atelier ne soit pas uniquement une expérience esthétique, mais au cœur de notre mandat. Donc, parfois, vous pensez aux granges et aux cabanons. Nous voyons cela comme parfois de l'infrastructure LED, mais en fait, c'est là où les choses se passent. Donc, si je suis visiteur en ruralité, je veux voir le fermier en train de traire ses vaches. Je veux voir le grain s'en aller vers la machinerie. Donc, ne faut pas penser à cela comme être en coulisses, car c'est ce que les gens veulent voir. Donc, on est en investissement massif dans la planification et l'exécution pour transformer nos ateliers en ateliers viables, car on essaie de comprendre comment composer avec les questions soulevées avant, comment offrir 12 mois de travail dans une économie de 6 mois. Donc, différents modèles d'affaires pour imaginer l'avenir, que ce soit des produits culinaires ou des cadeaux de Noël. Autrement, les gens sont à la maison sur le chômage. Puis aussi, protéger l'environnement parfait. On espère qu'avec le groupe de conservation locale, on a vu beaucoup de chaos covidien avec l'exode. On a vu beaucoup de constructions bien mal placées. Donc, il y a un enthousiasme avec l'exode des urbains vers la ruralité et des fois, ce n'est pas très intéressant car on a peur que les promoteurs vont transformer certains paysages en tours à condos. Donc, ça nous fait peur. Mais je crois que c'est un bon combat car le fait d'avoir du vert à tout jamais, c'est un avantage pour la création non seulement de l'économie de la création, mais aussi face aux défis de la ruralité. Donc, de maintenir l'authenticité de la ruralité. Je suis parmi ceux qui a les larmes aux yeux quand je vois les élévateurs de grains dans l'Ouest qui sont détruits. Car pour moi, ça fait partie de l'image iconique des prairies. Donc, que ce soit une grange ou un édifice, c'est de préserver cela. On ne veut pas transformer la ruralité en paysage industriel. Ce serait dévastateur. Donc, on contribue à ce combat pour maintenir tout ce qu'il y a de rural dans l'authenticité. C'est un concept très intéressant pour ajouter à notre thématique, l'authenticité. J'aimerais peut-être aborder quelques-unes des thématiques que vous avez décrites. Vous avez parlé des choses innovantes quand même. Pourriez-vous nous dire comment vous définissez, comment vous abordez l'innovation dans votre espace?
Écoutez, moi, c'est mon meilleur ami, l'innovation. C'est comme ça que je le vois. Nous avons des défis, comme toutes les institutions, que les gens qui travaillent pour vous peuvent accepter l'innovation à une cadence différente de la vôtre. Donc, le défi que nous avons tous et toutes sur le plan des ressources humaines, c'est de vendre l'innovation au sein de votre propre groupe. Car après, on n'a plus à convaincre les visiteurs. Nos visiteurs viennent de partout et ils voient l'innovation à tous les jours, partout. Tandis que les gens qui travaillent pour nous dans une économie rurale voient souvent l'innovation nulle part, car ce ne sont pas des grands voyageurs et leur capacité de voyager n'est pas très grande, car ils ne font pas beaucoup d'argent, qu'ils travaillent pour nous ou pour d'autres. Donc, c'est un des défis. Mais pour nous, l'innovation, c'est vraiment un mot-clé. C'est un des moteurs de notre inspiration. Les images, les pratiques exemplaires. Quand nous adoptons un projet, nous allons prendre un étudiant pour qu'il puisse trouver sur Internet quelques-unes des images inspirantes et d'aller un peu plus loin, de dénicher les pratiques exemplaires ou les modèles déjà adoptés ailleurs. Et cela nous permet de voir si notre projet est vraiment innovateur ou non, mais aussi nous aide à se vendre le projet. Si je peux montrer que ce que je fais comme restauration est fait en Allemagne aussi, ou en Belgique, aux États-Unis, et a été fait il n'y a pas loin d'ici, cela m'aide à positionner le projet auprès de mon personnel, mais aussi de mes institutions financières. On n'est pas en train de les inviter à plonger dans le vide. Non, on s'inspire de l'expérience d'autres. Donc, à cet égard-là, l'innovation, il faut faire preuve d'humilité. Car chaque idée a déjà eu sa naissance ailleurs, à quelque part dans le monde. Mais l'innovation, c'est vraiment de base. C'est quelque chose de très important. Car on prend les meilleures idées des publications de livres et d'Internet et mon personnel et moi, on est assez clairement, en prise avec ce qui se passe. On vient participer à des conférences comme la vôtre pour comprendre ce qui se passe ailleurs, mais ce sont aussi des moments où on peut apprendre quand les gens partagent leur réalité avec la nôtre. Cela nous aide à comprendre que nos défis sont semblables, même si nos réactions sont différentes. Mais tout sera également impressionnant où que nous soyons dans la ruralité. Donc, nous nous approchons de la fin. Donc, j'ai une dernière question pour vous, qui est une question brève qui sera notre conclusion pour cette séance. Nous avons parlé de la perception des collectivités, ce que les gens voient comme ce que c'est la réalité de rural et si on peut s'imaginer soi-même en ruralité. Alors, que diriez-vous à un artiste ou à une autre personne créatrice qui pense qu'elle ne peut pas poursuivre une carrière dans le village? Bon, alors, il y a le café, il y a l'Internet, mais que dire de plus? Réponse. Excellente question, car nous avons un programme d'artistes en résidence, par exemple, artistes invités. Ils sont dans cet espace de questionnement. Pourrais-je vivre ici? Et la réaction est différente selon les artistes. Les artistes visuels ont un peu plus de mal à être compétitifs en région rurale, car les galeries sont importantes et le besoin de productivité est vraiment désarçonnant. Mais les auteurs, les dramaturges ont peut-être un autre univers et vous pouvez voir la mythologie de Jean le Carré et les autres auteurs qui écrivent de la côte de Cournoye, n'est-ce pas? Et donc, on peut être un écrivain très bien relié au monde, où que vous soyez. Et la ruralité, eh bien, c'est un endroit de choix. Mais ce n'est pas facile à vendre. Je vous l'avoue, les gens créatifs peuvent être créatifs en ruralité, mais je pense que les gens artistiques ont besoin d'autres artistes autour d'eux, comme une effervescence. Donc, il faut trouver un point d'équilibre. Et le projet de l'île Fogo, par exemple, même les jardins, on a besoin d'une masse critique. C'est assez de créateurs pour que l'économie créatrice puisse avoir son impulsion. Et parfois, on est un peu à court. On a un excellent artiste, on a un bon auteur, on a un musicien, mais parfois, ils sont de passage. Parce qu'un de chacun s'est passé, ils ont besoin de 3, 5, de 7, de 15, je ne sais pas quel est le chiffre, mais et nous sommes en compétition avec la Floride et d'autres endroits. On dit que la créativité, c'est un phénomène urbain. Donc, c'est à chacun
son destin. Moi, je pense être aussi créatif ici qu'à l'Université de Toronto, peut-être davantage, voire 10 fois plus, mais ce ne sera pas vrai pour chacun. Mais dans certains cas, vous pouvez être tout aussi relié, tout aussi connecté sur la route rurale numéro 3, comme si vous étiez au cœur de Toronto. Ça dépend de votre personnalité, mais il faut faire face à cette vérité. Elle est dure. Elle n'est pas facile. Est-ce que nous sommes assez accueillants? Est-ce que nous sommes assez bien positionnés? Est-ce qu'on a assez d'espace public? Est-ce qu'on a assez de gens qui viennent aux événements publics? Donc, il faut aider nos collectivités à consommer des produits culturels. Et ça, c'est un des grands moments de bascule. Il faut que nos propres citoyens soient de réels consommateurs de produits culturels, car on ne peut pas vivre uniquement de tourisme. Les créateurs qui sont parmi nous, ils ont besoin de leur public. Donc, c'est un défi différent. Je ne pense pas que les communautés rurales peuvent réussir le coup. C'est un truc du Conseil des arts du Canada, par exemple. C'est un défi partout au Canada, mais on est prêt à relever le défi. Et on a de plus en plus d'artistes qui vivent parmi nous. C'est une source d'inspiration. Et cela nous dirige vers l'idée où notre région ne sera pas uniquement composée de fermiers, de pêcheurs et de bûcherons, mais on aura tout autant de musiciens, d'auteurs et de dramaturges et peut-être même des danseurs et pourquoi pas des gens de nos différentes communautés culturelles. Ce qu'on a vu dans le monde de l'architecture et du paysagement, par exemple, il y a beaucoup de diversité, il y a des hommes, des femmes, toutes les possibilités genrées sont là, la diversité est totale. Il y a des domaines qui sont très bien positionnés pour être des apports réels à nos ruralités. Donc, acceptez l'innovation et invitez les artistes parmi vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un beau tremplin pour les discussions qui viennent. Merci beaucoup, monsieur, de votre expertise. C'était vraiment agréable de vous entendre, monsieur Rifford, et j'ose espérer que nous pourrons nous rendre en personne dans vos jardins au printemps. Très bien, je vous en prie, monsieur. Donc, il est temps de passer à notre prochaine partie. Donc, on a vraiment des séances de discussion. Donc, je rappelle à chacun et à chacune que vous pouvez retourner au lobby et y aller par les boutons verts à l'écran. Si à tout moment vous avez un peu de mal à vous retrouver, alors appuyez sur le bouton où il y a un point d'interrogation à droite et en bas. Donc, la session va jusqu'à exactement 15h55. Donc, nous revenons ici à 15h55 pour les remarques de conclusion. Donc, on vous demande de revenir ici pour réfléchir à la journée, nos allocutions de conclusion et ensuite l'Assemblée générale annuelle qui viendra par la suite. Donc, participez, discutez, dites-nous comment ça se passe, envoyez des tweets et nous avons hâte de vous revoir ici à 15h55. Merci.